présente Jean-Claude Fontaine, délégué régional de la mutualité de la fonction publique Haute-Normandie, issu de la Caisse nationale du gendarme, et je suis en mutualité depuis 21 ans. La MFP est une fédération de 18 mutuelles de la fonction publique, État, territoriale et hospitalière, qui, au titre de l'accompagnement social, œuvrent pour développer les solutions innovantes pour les agents de la fonction publique, comme l'initiative qui va vous être présentée ce matin. Nous sommes donc heureux de pouvoir vous proposer cette conférence. Les bénéfices des relations intergénérationnelles focus sur la cohabitation intergénérationnelle solidaire dans les locaux de l'Université de Rouen, où des étudiants comme des seniors peuvent se former, se côtoyer parfois et apprendre ensemble. Nous tenons à remercier l'Université pour son soutien dans l'organisation de cette conférence, comme les équipes techniques qui nous ont bien accompagnés. Cette conférence est proposée par la mutualité de la fonction publique en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les associations Béguinage et Partageons un Havre, adhérentes au réseau Cohabilis, Fédération d'associations de cohabitation intergénérationnelle. La MFP soutient la cohabitation intergénérationnelle aux côtés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, notamment. Elle a signé une convention avec Cohabilis afin d'accompagner ses adhérents, étudiants, jeunes actifs de moins de 30 ans ou seniors ou de plus de 60 ans dans la cohabitation intergénérationnelle solidaire via les associations qui sécurisent tout le process notamment. Le docteur Drouet, médecin gériatre à l'hôpital, dressera un état du vieillissement. Elle expliquera notamment pourquoi il est important de bouger et de maintenir un lien social. Émilie Chapman et Bertrand Gauthier, présidents des associations, présenteront le dispositif de cohabitation intergénérationnelle. Un hébergeur du Havre à distance fera part de son expérience sur cette cohabitation intergénérationnelle. Des temps d'échange avec les intervenants sur place et à distance seront possibles pour l'ensemble des participants. N'hésitez pas à lever la main sur le chat ou dans la salle quand vous souhaiterez prendre la parole. Les personnes à distance pourront également utiliser le chat pour s'exprimer sur cette conférence. Bastien de Delta 7 échangera avec vous sur le fil de discussion. Nous organisions pour la première fois une conférence en format hybride, présentiel, distanciel dans ces locaux. Merci d'avance d'être indulgent en cas de problème technique. Oui, ce qu'on a eu au début. Alors, encore merci au docteur Drouet, à Émilie Chapman, Bertrand Gauthier, notre hébergeur Delta 7 et l'Université de Rouen. Je vous souhaite à tous une belle conférence et vous remercie encore pour votre participation sur place et à distance. Bonjour à tous. Nous allons donc pendant quelque temps dialoguer, bien entendu. Le dialogue est très important. Je suis médecin gériatre. J'ai participé dans ma carrière non seulement à la prise en charge, je dirais, médicamenteuse, etc., de la personne âgée, mais aussi tout ce qui est à côté, le côté social. Comme vous le savez, plus on devient âgé, plus on a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire qui normalement devrait se faire correctement. Bon, évidemment, entre ce qui doit se faire et qui se fait, il y a quand même un petit écart ou un grand écart, on va dire. Hein. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez bien, nous allons donc commencer un petit peu ces réflexions qui questionnent, pour lesquelles nous allons essayer d'éclaircir quelques principes. Bien vieillir, que faut-il faire pour bien vivre son âge? Qui, de toute façon, l'âge est là. Hein, mais fort heureusement, nous avons la possibilité, même âgés, d'avoir des temps et non seulement une espérance de vie, comme on va parler, mais nous allons aussi parler de la qualité de la vie, avec en particulier la problématique des conséquences de la solitude, etc., sur la vie quotidienne. Alors, le vieillissement de la population, il est inéluctable, comme vous le savez, mais quand même, par rapport à nos ancêtres, l'espérance de vie en 2022 augmente, fort heureusement,
Et au début du siècle, il faut quand même revenir un peu en arrière, elle n'était que de 50 ans. Alors que maintenant, les femmes, actuellement, l'espérance de vie, elle est de 85 ans et demi. J'entends de façon statistique, hein, bien entendu. Les hommes, un peu moins, 79 ans. Hein. Bien entendu, les personnes âgées d'au moins 65 ans, il y en a beaucoup, ça augmente, le pourcentage augmente, et actuellement, nous sommes à environ 20% de la population française. Surtout, ce qui est important, c'est que l'espérance de vie sans incapacité augmente progressivement. Ça veut dire que quand on prend sa retraite, on a devant soi des années qui, a priori, si on s'est fait soigner, toujours, je répète, toujours, il y a un problème de statistiques, où on va pouvoir un peu quand même faire des choses, bénéficier de tout le monde et surtout de ne pas rester seul. Nous allons évidemment éclaircir ces statistiques. Alors, qu'est-ce que c'est que le vieillissement? La définition, il y en a évidemment plusieurs. Celle qui nous semble la plus pertinente actuellement, c'est un processus qui est personnel. D'abord, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Lent et progressif, consécutif à l'action du temps. Il y a donc une diversité individuelle considérable quand on avance en âge. Et tout ceci, le vieillissement, ce n'est pas une maladie. C'est deux choses bien différentes qui, lorsque on vieillit, il y a souvent, petit à petit, plus on avance en âge, plus on a les deux systèmes qui se rencontrent. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas qu'une affaire d'état civil et de santé. C'est-à-dire que vous avez des vieux, parfois, qui, à 25 ans, peuvent être qualifiés de vieux, des personnes. Ça existe. Non, ça veut dire celles qui sont un petit peu dans leur coin, qui ne bougent pas, enfin, etc., etc. En conséquence, bien vieillir dépend de chacun d'entre nous. Ça veut dire que c'est la personne elle-même qui doit anticiper, vivre et se faire suivre pour que, et avoir des activités pour que tout se passe au mieux. Lorsqu'il y a la retraite, on sait, nous, gériatres, que si la retraite est préparée, ça se passe beaucoup mieux que plutôt que de dire, bon, j'ai une retraite dans un an, on verra dans un an ce que je vais faire. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, c'est petit à petit préparer les choses et ça évitera en particulier, alors là c'est le médecin qui parle, il y a beaucoup de syndromes dépressifs qui interviennent dans les quelques mois après la retraite parce qu'on n'a rien préparé du tout et que évidemment notre mode de vie a changé. Qui dit aussi période un peu particulière, il y a un pic de mortalité à ce moment-là dû au développement de quelques maladies parce que, entre guillemets, rien n'a été anticipé. La vie est tellement différente entre le fait, parfois, hein, pour certains, entre le travail et la retraite où il n'y a plus comment vous dire, il n'y a plus de schéma. C'est à la personne à construire son schéma. Je vous ai parlé de la qualité de la vie et tout au long de cet exposé, nous allons revenir là-dessus. C'est quand même l'objectif de chacun. Bien vieillir, comme nous l'avons dit, dépend donc de chacun de nous, avec plusieurs objectifs. Retarder autant que faire se peut la survenue de la dépendance et augmenter ses capacités à faire face à ce qui va arriver. La santé. La santé, la définition, c'est un état de fonctionnement de l'organisme, de bon fonctionnement. Il y a non seulement le mental, le physique qui est important, mais il y a aussi un état de bien-être mental et social. Ce n'est pas seulement une absence de maladie. Nous avons noté quelques stratégies, orientations stratégiques, on va dire. Nous allons évoquer les activités physiques importantes. Nous avons évoqué des problèmes de nourriture, l'alimentation, qui est quelque chose de très important.
prévenir les risques d'un mauvais vieillissement et dépister ce que l'on appelle les fragilités, qui est quelque chose qui, en médecine, il y a 20-30 ans, on n'en parlait pas de ceci. Alors que maintenant, on s'est enfin rendu compte que si on s'occupait des fragilités, il y avait ensuite des résultats beaucoup mieux sur la qualité de la vie, parce qu'on peut prendre les choses au départ. D'autre part, il faut savoir que la médecine s'est quand même nettement améliorée et qu'on sait mieux prévenir les choses, en particulier la vue, l'audition, etc., etc. Ce sont des facteurs qu'il y a 50 ans, bon, on ne voyait plus trop, mais on ne savait pas trop comment faire. Maintenant, fort heureusement, on sait comment faire. Et puis, les stratégies, encore une fois, la lutte contre la solitude et les liens donc d'où les liens intergénérationnels qui sont très importants. Bougez plus, mangez mieux et tout au long de votre vie. Là, c'est peut-être un petit peu. Les personnes âgées, même, doivent bien manger et manger autant, je dis bien, qu'une personne qui est plus active. Ce n'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on doit se contenter le soir d'une soupe et d'un yaourt. Ce qui est malheureusement, je suis désolée de la chose, hein, voilà, c'est pas parce que tout ça pourquoi? Parce que le corps il fonctionne 24 heures sur 24. Ça c'est le médecin qui le dit. Hein. Donc le cerveau il fonctionne, donc on récupère et s'il n'a pas de carburant, ben, évidemment ça va pas très bien se passer. L'activité physique. Alors on commence à évoquer tout ça. Qu'est-ce que ça va entraîner, l'activité physique, etc. Bien, si on est en meilleure activité, on reste un petit peu indépendant, ça c'est sûr. Les contacts sociaux sont très importants parce que quand on fait des choses en groupe, etc., ben là aussi, il y a donc le problème donc d'être ensemble. Je parle de l'activité, mais aussi du post-activité. Hein. C'est la bière après avoir été fait une balade en vélo, enfin, etc., etc. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est l'estime de soi. Ça veut dire qu'on va se fixer, ben bon, allez, dans un mois, mettons, je fais 5 km à pied, et puis dans 3 mois, eh ben, peut-être que j'en ferai 7. Non. Donc ça, c'est une estime de soi, c'est quelque chose de très important. Ça diminue la mortalité, ça on le sait, hein, même à condition, même si l'activité physique est reprise tard, ça diminue la mortalité. Quelque chose de très important sur un plan médical, c'est la prévention des chutes. Hein. Quand on a des muscles, on tombe beaucoup moins que quand on a des muscles qui s'atrophient. Or, en vieillissant, il y a ce qu'on appelle en termes médicaux la sarcopénie, qui fait que les muscles ont tendance à diminuer de volume et à être beaucoup moins efficaces. Donc, vous avez remarqué, en particulier, que lorsqu'on est alité, les muscles diminuent beaucoup en quelques jours, hein, j'entends, hein, quand on ne se lève pas, et ben, évidemment, et quand on se lève, on sait bien que c'est un peu, entre guillemets, non médical, terme médical, on flanche un petit peu et on tombe. Et quand on tombe, il y a ce qu'on appelle un syndrome post-chute, c'est un terme médical, et on a peur de retomber, même si on ne s'est pas cassé quelque chose. Et petit à petit, on diminue et on se replie sur soi. Ben, évidemment, le moral, il est bien, hein, si vous voulez. Alors, évidemment, l'activité physique, il faut qu'elle soit adaptée à l'état physique du patient. Hein, des raisons cardiovasculaires, enfin, etc., etc. Il ne faut pas non plus aller trop au-delà de ses performances. Un signe qui n'est pas clinique et que vous avez remarqué, quand vous avez deux personnes qui font leur jogging, parfois, elles sont rouges, comme un coquelicot. Excusez-moi, ce n'est pas un terme médical, mais c'est bien dire ce que ça veut dire. Et surtout, elles ne peuvent plus se parler entre. Là, ça veut dire qu'elles sont allées trop loin sur un plan médical.
Hein. Je ne parle pas des champions, je parle de monsieur et madame tout le monde. Hein. La convivialité, ça c'est très important. Et dans les problématiques intergénérationnelles, bien une personne d'un âge plus ou moins avancé, allez, on y va, on va marcher pendant 30 minutes par jour, si dans le cadre des relations internationales, et ça fait du bien à l'un et à l'autre. Important aussi lorsqu'on est âgé, c'est qu'il ne faut pas oublier après les étirements. Quelque chose aussi qu'on a tendance à oublier, hein, on va dire. L'alimentation, alors, d'abord quelque chose qui est très important que nous reviendrons après, quand on est seul, on se nourrit moins bien. On verra tout à l'heure. Mais là, donc, les consignes pour l'alimentation, ben, comme je vous le disais, 3 repas par jour, compris le petit déjeuner. Un petit déjeuner qui est équilibré et pas seulement une tasse de café. Le repas du soir assez copieux, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut manger de tout, l'homme est omnivore, hein, et consommer un produit laitier par repas pour le calcium. Varier les sources des graisses, hein, vous avez entendu parler qu'il y a des graisses saturées et insaturées, les graisses insaturées étant les meilleures. Il est important d'augmenter sa consommation de fruits et de légumes. Il ne faut pas oublier de s'hydrater, ça c'est important, en sachant que plus on vieillit, plus le centre du cerveau il a l'air un peu moins de moins fonctionner pour dire que la personne a soif. Hein. Une personne âgée, quand elle ressent la soif, c'est qu'elle est déjà déshydratée. Important. Et puis quelque chose quand même que les médecins s'en sont bien rendus compte, les régimes, hein, eh bien, avec l'âge, on est quand même beaucoup moins important, beaucoup moins sévère, sauf cas particuliers. Ça veut dire qu'il y a quelque temps, les personnes qui étaient diabétiques, je parle bien des personnes âgées, je ne parle pas de la personne qui a 30 ans. Hein. Elle se supprimait pas mal de choses parce qu'elle était diabétique. En conséquence de quoi, elle mangeait moins. Et nous nous sommes rendus compte en tant que gériatre, sans faire d'excès, bien entendu, il ne s'agit pas de prendre uniquement une alimentation sucrée, il est important de prendre plutôt la jouissance de bien manger plutôt que de s'arrêter parce que ma glycémie, elle est à 1 gramme. Les objectifs ne sont pas les mêmes quand on a 30 ans sur les glycémies dans le sang que quand on en a 70. Ce n'est pas la même chose. Et ça, on s'en est bien rendu compte. Même problème aussi dont je vous ai parlé, c'est le régime sans sel. Un régime sans sel, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais ce n'est pas bon du tout. Non. Alors, il y a des maladies où, bien entendu, il faut le faire. Hein, mais bon, alors il ne faut pas non plus prendre trop de sel. Et en particulier, dans toutes les préparations commerciales, que ça soit sucré ou salé, il y a du sel. Donc, pour ces 2 consignes, bougez plus et mangez mieux. Toujours au milieu du centre, le plaisir, hein, important, hein, les habitudes, les contraintes de santé, parce qu'il y en a quelque chose, en sécurité, en particulier pour les capacités physiques, et en ne restant pas assis sur une chaise sans rien faire. Hein. Dans le cadre de la problématique intergénérationnelle, hein, eh bien, c'est quand même important de manger à plusieurs. Hein, et là, le rôle justement des associations où l'on vit ensemble, donc on va manger ensemble, est très importante. Les difficultés pour le ravitaillement sont moindres s'il y a quelqu'un de jeune qui va tous les matins acheter le pain, hein, parce que sinon on a du pain qui sort du congélateur qui est quand même moins bon. Hein. L'alimentation, quand on est tout seul, elle est de mauvaise qualité et elle est monotone. On n'a plus envie de se faire des choses, etc. On utilise de façon plus importante les plats cuisinés du commerce. Et comme vous le savez, dans les plats cuisinés du commerce, il y a beaucoup d'additifs, hein, les E, 3 points, etc., qui ne sont pas particulièrement bonnes pour la santé. Les repas
sont insuffisants, et en particulier le soir, et encore plus si on vit seul. Pas de convivialité. Nous sommes dans une problématique d'intergénéralité. Et puis, on perd son appétit. Voilà un petit peu les quelques pistes de réflexion qui sont aptes pour tout le monde, les capacités physiques et l'alimentation. Maintenant, avec l'âge, ils vont arriver des fragilités. Il est donc très important de se surveiller et de s'en occuper dès qu'on a des symptômes qui vont arriver, avec parfois, ce qui devrait se faire, un bilan bien régulier, de façon à ce qu'on prenne les choses avant qu'elles ne se manifestent cliniquement. Les yeux, je ne vous apprends rien, hein, les yeux il faut les surveiller. Ce n'est pas très facile actuellement avec la problématique du manque d'ophtalmo. Hein. La cataracte est quelque chose qui est très fréquent, qui est l'opération la plus fréquente en France. Ça veut dire qu'il y a donc beaucoup de cataractes qui sont décelées. Qu'est-ce qui est important? La cataracte, d'abord, on ne voit pas très bien. Et quand on passe dans une atmosphère un petit peu plus sombre et qu'il y a un objet, un obstacle, en particulier les trottoirs, les gens tombent parce qu'on a beaucoup de mal à voir. Et les cataractes et la lumière tombante sont des grands pourvoyeurs d'arriver à l'hôpital avec une fracture. Et ça ne se sait pas assez. Non, la DMLA aussi, des dégénérations maculaires de la rétine, donc je n'ai évidemment pas pris toutes les maladies, sont aussi très importantes. Il y a plus de 30% des personnes de plus de 80 ans qui ont une DMLA, à un stade plus ou moins avancé, hein, mais il faut le faire. L'audition, vaste terrain, on va dire. Hein. L'audition, il faut d'abord reconnaître que l'on n'entend pas bien. Et bien souvent, c'est l'entourage qui dit le son de la télévision est trop fort, il faut que tu ailles consulter. Bon, ce qui n'est pas toujours bien accepté d'ailleurs, hein, bon. Ou le conjoint qui dit mais je ne t'entends pas, répète. Bon, aussi très important quand on va dans un restaurant et que l'on n'entend pas bien, on a plus tendance à sortir du restaurant. C'est parfois insupportable quand on n'entend pas bien, hein, dans un restaurant. Donc, ça diminue les relations, hein, et on s'enferme dans les relations avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, je vous ai noté un petit peu les choses. Hein. Maintenant, l'audition, on a fait beaucoup de progrès. Hein. Bon. Il faut savoir que les appareils ne remplaceront jamais une audition normale, malgré toute la publicité qui peut se faire. Ça, c'est important. Hein. Et surtout, les appareils, il faut prendre un appareil que l'on puisse manipuler. Ça veut dire pas des tout petits appareils. Et accepter que l'entourage voit l'appareil plutôt que de mettre un tout petit appareil dont on ne pourra pas manipuler. Voilà. Et d'ailleurs, on aura tendance à perdre. Changer la pile. Hein, voilà. Donc, changer la pile, comme vous le dites, ce sont des choses, tout ça, qui se font. Alors maintenant, on a des supports, mais ce n'est pas aussi simple que ça de gérer son appareil quand on a 75 ans que quand on en a 40. Donc, l'audition, et en plus, il faut trouver un bon audioprothésiste. Ce qui n'est pas simple. L'audioprothésiste, c'est un métier et il faut y aller plusieurs fois, petit à petit, jusqu'à ce qu'on trouve le bon équilibre. Ça veut dire qu'il n'est pas question de se dire, ça y est, j'ai mes appareils, j'entends et je retournerai dans 2 ans. Non, il faut que ça soit suivi et par des gens de métier. En plus, la problématique financière. C'est cher un appareil dentaire. Voilà. Autre chose, les dents. Préservez votre capital dentaire. La mémoire, c'est un vaste projet, c'est un vaste concept, on va dire, et qui évidemment inquiète tout le monde. On parle plus
beaucoup plus maintenant, et fort heureusement, de maladies neurodégénératives. Et la question que nous, gériatres, nous entendons souvent, docteur, est-ce que, devant quelques symptômes, j'ai, oui ou non, une maladie d'Alzheimer? Nous ne sommes pas dans ce contexte-là, mais il faut une mémoire. Ça ne s'use que si on ne l'utilise pas. Il faut la faire travailler. C'est comme un muscle. Un muscle qui ne fonctionne pas, ça s'atrophie. C'est exactement la même chose. Et il faut la faire travailler tout au long de sa vie. Ça ne fonctionne pas en vase clos, la mémoire. Il faut qu'elle ait des informations, etc., etc. D'où les problèmes de solitude. Nous savons que les personnes qui sont solitaires et qui ne parlent pas, il arrive que des personnes, pendant toute la journée, ne parlent pas à quelqu'un, si ce n'est à leur chat ou leur chien. Hein? Donc, et là, la mémoire, elle va sûrement être déficitaire. D'où l'intérêt des relations intergénérationnelles. Elle est sensible aussi aux facteurs sensoriels, comme je vous l'ai dit, en particulier l'hypoacousie. On sait que 30% des personnes qui n'entendent pas ont des capacités de la mémoire qui diminuent. Ça fait beaucoup. Hein? Et il faut reconnaître qu'on n'entend pas bien. C'est aussi quelque part un manque. Ah, ben je deviens vieux, je n'entends pas bien. Hein? La mémoire, elle est aussi très dépendante du terrain, l'anxiété, le stress fait beaucoup diminuer la mémoire. Là aussi, la solitude, si on peut discuter avec quelqu'un, on est plus serein, et là aussi, ça a un effet positif sur la mémoire. Elle est fortement dépendante de l'attention et de la vigilance. Plus on vieillit, plus on a besoin de ça. Petit exemple, je vais faire les courses, je gare ma voiture sur le parking d'un supermarché. Je pense que ça vous est peut-être tous arrivé, moi ça m'est arrivé. Et votre attention est prise par, je ne sais pas, quelque chose qu'il y a dans la vitrine. Vous allez faire vos courses et vous revenez et aïe, où est la voiture, hein? C'est pas pour ça que vous avez une maladie d'Alzheimer, c'est parce que avec l'âge, il faut être elle est quand même dépendante de l'attention et de la vigilance. Oui, ça arrive même jeune, fort heureusement. Hein, bon. Et donc, pour être mémorisée, l'information, elle doit être activée par l'action. La diminution des capacités attentionnelles, qui est un terme gériatrique, peut entraîner un dysfonctionnement de la mémoire. Comment je fais pour préserver ma mémoire? Eh bien, je l'utilise, comme je vous l'ai dit. Je mène une existence bien remplie, là encore avec les problématiques et des conséquences intergénérationnelles. Je me mobilise pour des tâches et des connaissances nouvelles. Non? Alors, enfin, voilà, hein, en fonction de ce que je souhaite, voilà, hein, puisque on a quand même, quand on est à la retraite, on a un choix qui est beaucoup plus important personnel, puisqu'on n'a plus toutes les contraintes autour. Mais il faut quand même se faire un schéma, parce que hein, s'intéresser à des activités diverses, être curieux, hein, lutter contre la monotonie et la solitude, c'est quelque chose de très important, puis avoir des projets, être positif malgré tout, ce sont un petit peu les moyens simples pour préserver sa mémoire. Vieillir, c'est durer. Ben oui. Hein. Donc, attention quand même en prévention à ce que ne survienne pas une infection cardiovasculaire importante. Hein, avec les facteurs de risque, il faut se faire suivre. Lorsque j'ai commencé la médecine, malheureusement, un infarctus du myocarde à 40 ans était bien souvent mortel. Fort heureusement, on n'en est plus là. Le tabac, comme vous le savez, hein, quand même 60 000 décès par an, ça fait beaucoup. L'alcool, hein, qui est aussi d'important. Et puis, il faut se faire dépister les cancers qui sont responsables de quand même de 1/3 des décès chez l'homme et de 1/4 des décès chez la femme. Les modalités de dépistage, on commence aussi enfin à en parler un peu plus qu'avant.
Chez les femmes, la mammographie, chez les hommes, la prostate, enfin, etc. Sur les chutes, je vous en déjà parlé un petit peu. Plus on avance en âge, plus les conséquences des chutes sont graves. Les traumatismes et leurs séquelles. Problématique, si on vit à plusieurs, bah évidemment, on ne restera pas 2 heures par terre parce qu'on ne peut pas se relever. S'il y a quelqu'un à côté qui peut le relever, or, nous savons, nous gériatres, que le fait de rester au sol pendant 2 heures est particulièrement négatif, même si vous n'avez rien. Hein. Mais quand on rampe, c'est le terme hein, que nous disent les personnes, j'ai essayé de ramper pour aller jusqu'à mon téléphone pour appeler, c'est quelque chose de très négatif. S'il y a quelqu'un avec vous, c'est quand même plus facile. Prévenir, mais, bon, quelques pistes. Hein. Les chaussures, vous savez, les mules. On n'aime pas les mules, nous, les gériatres. Hein, parce que la mule, elle glisse et la personne glisse avec. Les yeux, comme je vous en ai parlé, et puis un environnement adapté. Hein, et maintenant, on sait quand même en particulier pour la lumière, en particulier dans les appartements, hein, ça s'ouvre maintenant lorsqu'il y a du mouvement. C'est beaucoup mieux que plutôt que quand on se lève et aller à tâtons, en particulier la nuit, chercher le bouton, et qu'on a donc un risque de chute important. Et puis aussi, les médicaments, il faut faire attention. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en prendre, mais il faut faire un petit peu attention. Quelques critères aussi qui est important, le sommeil. Hein. Alors le sommeil, quand est-ce qu'on dit qu'on a bien dormi? Ben, c'est déjà, ça veut dire que la qualité du sommeil a été là. Hein. Et que si au réveil et dans la journée on ne somnole pas, c'est qu'on a bien dormi. Il doit être récupérateur. Attention aux somnifères. Sont pas, on en fait maintenant, on en prescrit, mais on n'en prescrit plus comme auparavant. Il y avait le renouvellement du somnifère par le médecin tous les 2 mois pendant des années. Hein. Non, ça maintenant on essaye de ne pas le faire. Attention à l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, ce sont les ronflements. Et il y a à peu près 30% de la population qui statistiquement aurait une apnée du sommeil. Alors là, on est loin de les dépister. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 conséquences. 1, la mémoire, et 2, les accidents de voiture. Hein. Sur l'autoroute, on perd la vigilance pendant 2 minutes. Ah ben oui, mais c'est suffisant pour avoir un accident. Hein. La santé, ben, il faut être son acteur, son propre acteur de la santé. D'abord, bien connaître son traitement. Ça, c'est quelque chose d'important. Docteur, je prends un comprimé bleu et un comprimé rouge. Ah oui, d'accord. Les personnes ne connaissent pas leur traitement. C'est bien dommage. Savoir le pourquoi et les objectifs du traitement. Pourquoi est-ce que je prends ça? Dialogue. Alors, les médecins, malheureusement, ont beaucoup moins de temps qu'auparavant pour expliciter les choses. Connaître ses antécédents. Attention à l'automédication. Attention à Internet, et puis il y a la problématique prévention par les vaccins. J'en ai pas mis plus, mais avec le Covid, nous avons été mis, tout ça, les vaccins sont remis en place. Hein, bien entendu, nous recommandons, enfin je recommande de se faire vacciner en préventif. Le moral, d'où là aussi, si on n'est pas tout seul, etc., on vieillit d'autant mieux, diapo suivant, que on a une attitude positive vis-à-vis des événements de l'existence. Oui, il y a des choses pas bien, mais il y a aussi des choses bien. Si on vit ensemble, dans les interrelationnels, ça fait aussi des relations, c'est bien. Sachez quand même que la dépression touche à peu près 13% des plus de 65 ans, ce qui fait beaucoup. Tableau récapitulatif, voilà. Donc, tenir compte des occupations, comme nous en avons parlé, de la vie sociale, important, dans le rôle, du lieu de vie. Quelque chose qu'il faut aussi tenir compte, c'est les finances, et encore actuellement plus, hein, c'est important. Et puis, la vie affective. Le moral, comme je vous en ai parlé, c'est important.
reprenons le même schéma, les occupations, la vie sociale, les activités physiques et récréatives, ce que nous avons mis, hein, l'alimentation, la vie affective et sexuelle, hein, qui existe, qui doit persister. Voilà. Le vieillissement réussi, ses particularités fondamentales à adapter à chaque personne. La santé, c'est qu'un aspect. Certains conservent une grande vitalité malgré leur maladie. Il faut être à l'écoute de son corps, c'est sûr. L'activité physique et intellectuelle et l'inaction détériorent ses fonctions. La lutte contre la solitude et l'engagement social sont des facteurs importants de bien-être et de longévité. Et enfin, être positif, un sentiment de bien-être, de qualité de sa vie. Il ne faut pas confondre, et malheureusement souvent c'est confondu, voilà, l'âge chronologique, l'âge biologique, l'âge social, les vieux, casés dans un coin, on n'en parle plus, voilà. Hein. Et l'âge psychique, des désirs, c'est important. On se résume, donnez du plaisir à votre corps, oui, méfiez-vous des préjugés et des stéréotypes, ne laissez pas filer vos capacités, privilégiez votre qualité de vie, partagez avec des personnes de tout âge, d'où l'intérêt des relations intergénérationnelles. Alors, quelque chose que j'aime bien, c'est des pierres pour le chemin de la vie aux années et non des années à la vie. Je vous remercie de votre attention. La vieillesse, ce n'est pas que du négatif, il y a du préventif à réaliser et les expériences acquises sont positives en intergénérationnel. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour les questions. Merci, docteur. Du coup, Pedro Méré, association Partageons à Havre. J'ai écouté attentivement la présentation et j'avais pour le coup trois questions qui me venaient à l'esprit concernant la situation des seniors et justement sur la thématique du bien vieillir. On parle de pyramide de Maslow, des pyramides des besoins. Je voulais savoir si concernant les seniors, on avait toutes les strates de la pyramide de Maslow qui étaient effectivement utilisées, par exemple le besoin d'accomplissement, etc. Est-ce qu'on parle de ce type de besoin pour les seniors? La deuxième question, on a parlé beaucoup de sociabilité, de relations intergénérationnelles. Il y a des seniors qui sont enclins à ce type de relation, mais il y a une partie des seniors qui sont d'un tempérament solitaire et qui sont un peu réfractaires à vivre avec les gens, notamment des personnes qui ont leur conjoint qui est disparu. Du coup, ça les replie un peu sur eux-mêmes. Ma question, c'était à savoir, est-ce qu'il y a des études qui montrent que des alternatives à tout ce que vous avez proposé, de la sociabilisation par des médias, à travers la médiatisation, par exemple, tout en occultant l'aspect humain, le contact humain direct. Et ma troisième question, c'était concernant, vous avez parlé de l'espérance de vie. L'espérance de vie des seniors, 85 ans et demi, si j'ai bien retenu pour les femmes, et un peu moins pour les hommes, 84 ans. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, les seniors sont contents de vivre aussi longtemps? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une espérance de vie qui est dans ces eaux-là, mais d'une espérance de vie en bonne santé qui est beaucoup moindre. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on a sondé la population senior sur est-ce que pour eux, c'est vraiment une bonne chose de bien vieillir, de vieillir longtemps, d'avoir une espérance de vie plus grande? Merci à vous.
Si je peux parler là? Oui, monsieur, si je peux me permettre, au début de mon intervention, je vous ai dit qu'il n'y avait pas une recette, mais que c'est bien personnel, hein, compte tenu de la vie qui a été passée avant, compte tenu de ce qui s'est passé. Donc, ce que nous recommandons, nous, en tant que gériatres, ce sont des pistes qu'il faut bien entendu adapter à chacun. Donc, les statistiques, l'espérance de vie, oui, elle a augmenté, et tant mieux. La qualité de la vie, oui. Une personne qui a toujours été solitaire, évidemment, c'est pas à 60 ans qu'elle, tout d'un coup, elle aura beaucoup de rapports sociaux, etc. Chacun, ce qui est important, c'est qu'il y ait des propositions pour chacun et que chacun, là-dedans, pioche, entre guillemets, ce qui lui semble le mieux possible. On ne peut pas dire, il semble quand même qu'on remarque que la solitude, tout ça, dégrade les choses, ça nous le savons. Mais bon, ce qui est important, c'est comme en médecine, c'est que les personnes soient informées. Après, le choix, ce n'est pas le médecin qui fait, c'est la personne elle-même. Hein, et sa liberté. Hein. Maintenant, vous me dites que avec la dépendance, évidemment, la qualité de la vie est moins bonne, mais il y a encore de bons moments, hein, si, évidemment, on prend des précautions nécessaires. Et là, c'est encore la personne qui décide, et l'entourage, hein, surtout. Hein. Il y a aussi la façon dont l'entourage se comporte avec la personne vieillissante qui est aussi importante. Voilà, ce qui est important, c'est que, comme vous le disiez, c'est la personne qui décide, alors évidemment en fonction de ses entourages. Vous avez la problématique des aidants, dont on commence fort heureusement à parler, hein, puisqu'avant c'était bien sous le tapis, ces histoires-là. Hein. Le statut des aidants n'a été reconnu officiellement qu'il n'y a que 2 ans. Hein, et pourtant, ce n'est pas faute de leur avoir été demandé. Hein. C'est quand même important, hein, dans les relations, etc., etc. Bien entendu, cela, ça dépend de l'entourage familial, etc., etc. Mais même en aidant, on peut si on fait tout ce qu'il faut, enfin, etc., etc., à condition de savoir ce qui existe, on peut être tout à fait enrichissant de s'occuper de son conjoint, etc., etc. Ça doit pas être. Ce qui est important, je pense, c'est que il faut pas se cacher. C'est comme ça, et puis, mais il faut se faire aider, bien entendu, comme système. Vous avez des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui se disent tout à fait satisfaites des choses. Non, elles ont vécu avant. Non. La pyramide de Maslow, c'est effectivement le concept qui est de dire on a besoin de manger, de boire, de dormir, de occuper intellectuellement pour apprendre des choses. Et au fur et à mesure, on arrive sur un engagement personnel, un engagement sociétal qui permet d'accomplir la personne. D'accord ? Donc effectivement, on est dans ce socle où plus on avance, et le fait d'avancer est rendu possible parce que les étages de la pyramide, je peux me nourrir, me soigner, me vêtir, me loger, et au fur et à mesure, quelque part, ça libère de contraintes opérationnelles quotidiennes pour notamment s'épanouir dans des fonctions autres, tout simplement. Voilà le principe de la pyramide de Maslow. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être pour le docteur? Alors, je ne suis pas de la région de Rouen, mais il y a dans tous les secteurs des consultations mémoire, ce que l'on appelle, hein, et des consultations gériatriques pour lesquelles vous pouvez tout à fait consulter. Et ce sont une approche pluridisciplinaire. Voilà. C'est votre médecin traitant qui doit vous orienter vers... Oui. Et si le médecin traitant vous dit bah non, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez vous aussi. Moi, c'est ce qui m'a été répondu. Vous pouvez aussi vous présenter, vous prendra en consultation mémoire. On fera une évaluation gériatrique, ça s'appelle. Hein,
dans les services gériatriques de... Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis Antoine Donnet, je suis le coordonnateur de l'action sociale à la MFP et également président de la section MGN de Seine-Maritime. Voilà, donc je vais reprendre la suite de cette conférence et donc c'est le moment maintenant de pouvoir passer à la deuxième partie. Donc, merci beaucoup, docteur, de nous avoir dressé un petit bilan sur le bien vieillir et d'avoir donné des petits conseils à chacun. Donc, vous restez toujours ici, évidemment, parce qu'on a toujours besoin de vos conseils pour que vous puissiez interagir avec nos autres invités. Donc, on a Émilie Chapman et Bertrand Gauthier. Je vais les laisser se présenter. Et donc, eh bien, ça va nous permettre de voir avec vous des exemples bien concrets de cohabitation intergénérationnelle. Je commence avec vous. Je vous laisse. Merci, Antoine. Émilie, voilà. Bonjour à tous. Émilie Chapman, donc moi je suis présidente fondatrice de l'association Béguinage qui met en place donc de la cohabitation intergénérationnelle solidaire sur le département de l'Eure. Et on a également un projet de maison partagée entre seniors sur le territoire de l'agglomération Seine-Eure, donc pour ceux qui connaissent autour de Louviers. Bonjour, Bertrand Gauthier, je suis président de l'association Partageons Havre qui effectivement développe ce dispositif sur la Seine-Maritime depuis 2012. Et avec Émilie, nous sommes adhérents à la fédération Cohabilis, qui regroupe aujourd'hui une quarantaine de structures sur le territoire national, dans la perspective effectivement d'animer et de promouvoir de tels dispositifs qui existent et qui ont démarré après la période de canicule de 2003, qui se sont structurés et qui, effectivement, on va le voir aujourd'hui, sont des dispositifs reconnus par le législateur et c'est tout l'intérêt de ce format pour permettre aux personnes d'en avoir connaissance. Donc, ces projets associatifs, au service de qui sont-ils? Ils sont au service, effectivement, de deux populations. Une population de personnes de plus de 60 ans, et peu importe le statut, c'est-à-dire propriétaire, locataire, seul ou en couple, d'accord, puisqu'effectivement, tous les profils sont accueillis et effectivement, cette démarche vise à rompre l'isolement qui peut exister, tel que le docteur en a parlé, et permettre effectivement, qui effectivement est un contributeur par rapport aux aspects cognitifs, physiques, sociaux, qui a été abordé par le docteur, parmi un des dispositifs dans la perte d'autonomie qui peut intervenir à un moment donné. De l'autre côté, on a effectivement les jeunes, du coup, puisqu'on parle d'intergénérationnel. Et là, au niveau des jeunes, on n'a pas forcément que des étudiants, puisque que ce soit en Seine-Maritime ou dans l'Eure, on va avoir des villes où effectivement on a des étudiants présents. Mais notamment, nous, dans l'Eure, on a très peu de communes avec les étudiants. Par contre, on a beaucoup d'entreprises et donc des jeunes qui sont présents pour des stages ou pour de l'apprentissage ou qui sont en alternance, ou ça peut même être des jeunes actifs qui sont en recherche d'un premier job et qui vont avoir une période d'essai et qui arrivent dans dans une commune, dans un territoire qu'ils ne connaissent pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas du tout fait les études à cet endroit-là, ils n'ont pas de famille qui habite à cet endroit-là. Et donc, ces jeunes vont aussi se retrouver dans une situation parce qu'ils ont trouvé un job à un endroit, vont devoir s'installer sur un territoire complètement inconnu et où eux aussi, finalement, se retrouvent seuls avec pas de connaissances, pas d'entourage, personne autour d'eux. Donc, on peut avoir aussi dans les jeunes qui sont dans ces dispositifs de cohabitation des profils très différents. Et là, je dirais la règle, puisque on est régi par une loi, c'est que la condition, le jeune doit juste avoir moins de 30 ans. Et après, il peut avoir du coup toutes ces casquettes, entre guillemets, entre étudiants, jeunes actifs ou autres. Voilà. Alors, cet élément-là, ces deux éléments sont importants, ce qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire que les jeunes viennent dans un territoire, vous l'avez compris, toujours pour de bonnes raisons. Un stage, une formation, parce qu'effectivement, Parcoursup lui donne accès,
Et dans ces territoires, voilà, il y a une population senior qui est présente, d'accord? Et donc, on a ce creuset de bonnes raisons pour créer un binôme intergénérationnel. Comme on le voit là, ceci est reconnu par la loi qui a été passée en novembre 2018, à peine, d'accord? Mais là-dessus, la Normandie fait preuve d'innovation puisque ceci a été rendu possible par un ensemble de députés et de sénateurs de Normandie qui ont porté, dans le cadre de ce projet de loi Élan, cet article 117 et qui effectivement inscrit et reconnaît par le législateur un tel dispositif. Donc, ce que dit Émilie, c'est un jeune de moins de 30 ans, il n'y a pas de statut particulier, peut être accueilli par une personne de plus de 60 ans ensemble. Donc, c'est un texte de loi court, mais qui permet de répondre à des problématiques qui, par le passé, se posaient de type « je suis locataire d'un parc social, est-ce que je peux accueillir un jeune ?» Est-ce qu'on ne rentre pas dans une qualification de sous-location? La loi y répond. Ce n'est pas de la sous-location, même si je suis locataire. Donc après, effectivement, la question par rapport au bailleur peut se poser de le tenir informé, mais le bailleur ne peut pas l'interdire. Et aujourd'hui, par expérience, depuis 4 ans, même si la période Covid nous a fait faire tous des montagnes russes, on voit dans les échanges avec des partenaires institutionnels, conseils départementaux, conseils régionaux, bailleurs sociaux, une attention de par ce dispositif, parce que très clairement, un locataire d'un bailleur social senior, comme tout le monde, chaque année, il prend une année de plus. Et donc la question du maintien et de la capacité du maintien dans le logement, naturellement, se pose. Et donc c'est vrai qu'avec une telle reconnaissance, ça donne aussi la possibilité pour un bailleur social d'investir ce champ-là en proposant, en étant force d'animation à destination d'une population qui pourrait très bien avoir de grands logements, parce qu'il y a 30 ans, ils sont arrivés en couple, ils ont eu un enfant, 2 enfants, vous voyez à peu près les schémas auxquels je fais référence. Sauf qu'aujourd'hui, les enfants sont partis, le logement, c'est toujours le même. D'accord ? Nous, sur l'agglomération havraise, on estime 6 000 logements sous-occupés. 6 000 logements, c'est énorme. D'accord ? Et en disant ça, je ne parle même pas du gouffre d'énergie pour chauffer ces logements, notamment quand c'est du chauffage collectif. C'est-à-dire qu'il y a des chambres qui sont chauffées et d'un point de vue spatial, ces espaces ne sont pas occupés. Ce n'est pas une raison suffisante, bien évidemment. Mais on est, et effectivement, et c'est une chance pour nous, par rapport au projet associatif qu'on anime, d'avoir effectivement maintenant cette reconnaissance-là. OK ? Alors concrètement, comment ça marche? C'est assez simple, je dirais. On a un process qui est défini pour nos associations. La première chose, c'est déjà de recueillir les attentes, les besoins et de comprendre qui sont les personnes qui s'inscrivent dans le dispositif. Donc, on commence par faire remplir un dossier d'inscription où on a tout un tas de questions qui sont posées sur qui vous êtes, ce que vous attendez de cette cohabitation, quels sont vos loisirs, à quelle fréquence vous voyez vos enfants. Voilà, il y a tout un tas de choses que vous aimez faire. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas un jeune qui vit au domicile, et on le précise dans les échanges, ce n'est pas une femme de ménage, ce n'est pas un assistant de vie, ce n'est pas un cuisinier, ce n'est pas un jardinier, d'accord ? Ce n'est pas une aide-soignante, c'est quelqu'un effectivement qui évolue dans l'environnement du senior, mais qui, lorsqu'il y a une chute, peut très bien, et quand on constitue un binôme, nous on donne les coordonnées des proches du senior et réciproquement, parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec les trottinettes électriques qu'utilisent les jeunes, vu le taux d'accidentologie qu'il peut y avoir, vous imaginez des situations. Nous, on a eu un binôme comme ça. Pendant 4 mois, le jeune s'est pris une pelle, il a eu une attelle, donc il pouvait plus, il allait en béquille à son lieu d'enseignement pendant 4 mois.
gentiment. On a pris quelques questions dans l'Assemblée et effectivement, on était sur cette notion de logement collectif où on est plus sur une mixité générationnelle que de l'intergénérationnel. Et c'était la réponse que portait Émilie. Mais en tout cas, on s'est retrouvés pour pouvoir avoir quelques échanges. Madame, vous aviez levé la main. On dit inclusif, ce sont des logements, des immeubles d'une 60aine de logements, je crois. Et il y a 10 logements réservés aux personnes à mobilité réduite. Bon, bah, je ne vois pas ce que ça change parce que il n'y a aucun échange avec les. Donc, sincèrement, je trouve que c'est. Et alors, moi, je me disais, ben, le truc intergénérationnel, pardon, ça pourrait être intéressant, mais je n'ai qu'une chambre. Donc, j'espérais que les relations avec les gens seraient beaucoup plus saines, beaucoup plus intenses. Ça rejoint ce que je répondais à monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces différentes solutions d'habitat, que ce soit de l'habitat participatif, de l'habitat inclusif ou autre, il y a des choses qui existent avec, je dirais, juste le fait de dire on mixe ou on prévoit des appartements prévus pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes qui commencent à être en perte d'autonomie, etc. Maintenant, il faut voir quelle est l'intention qu'on met vraiment et quelle est l'animation qu'on met vraiment derrière ça. Parce qu'effectivement, il y a possibilité de créer ce type d'espace d'habitat s'il n'y a pas une véritable animation. C'est ce que vous ressentez, vous, au niveau de chez vous, c'est que vous ne voyez pas la différence par rapport à un logement traditionnel, au sens où il n'y a pas une dynamique qui se met plus particulièrement en place. Il y a la possibilité, une fois par semaine, de se rencontrer entre personnes à mobilité réduite, de se rencontrer dans une salle. Ça se termine en goûter. Et puis... Alors après, je vous dirais, il faut peut-être essayer de voir dans votre secteur s'il n'y a pas ce type d'habitat proposé, mais avec une animation beaucoup plus importante et où effectivement, il y a des possibilités de se rencontrer plus régulièrement que juste une fois par semaine. Et quelque part, c'est la différence avec la cohabitation intergénérationnelle solidaire, c'est que là, le jeune, vous l'hébergez effectivement chez vous. Donc, les échanges se font beaucoup plus naturellement. Et pour ceux qu'on a perdus sur Internet, ce que j'expliquais, parce que je ne pense pas que vous ayez eu tout du coup le cheminement, c'est que quand on fait le process de mettre en place les binômes, à un moment donné, on a donc les questions qui sont posées pour bien connaître le senior, les questions qui sont posées pour bien connaître le jeune avec un entretien individuel. Et ensuite, quand on organise la rencontre entre le jeune et le senior, on a vraiment cette discussion qui se fait entre les deux personnes, de se projeter, de se dire comment on va habiter ensemble, qu'est-ce qu'on va décider de partager, jusqu'où on va dans le partage de temps, dans le partage d'activités, etc. Parce que là aussi, on le disait tout à l'heure avec le docteur Drouet, nos chartes de cohabitation sont vraiment personnalisées pour chaque binôme parce que chacun a des envies différentes. On va avoir des binômes où la personne accueillante va dire moi je veux manger tous les jours avec le jeune et tous les soirs avec le jeune, et d'autres qui vont nous dire non, moi j'ai aussi ma vie sociale à côté, j'ai aussi mes copines, le jeudi je vais à la chorale avec les copines, donc le jeudi le jeune il se débrouille, il mangera tout seul, moi je me mets pas la contrainte de manger avec le jeune le jeudi soir parce que je vais à la chorale avec les copines. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se construit, qui est à la carte, qui est en fonction du besoin de chacun, de l'envie. Et en fait, lors de cet entretien, c'est là où jeunes et seniors vont se mettre d'accord sur jusqu'où ils vont dans le partage. Et pour nous, au niveau de l'association, ça nous donne une base. Je dis toujours, c'est le juge de paix, en fait, cette charte de cohabitation qui se met en place, puisque une fois que la cohabitation démarre, l'association va suivre le binôme tout au long de la cohabitation et de la période de cohabitation de ce binôme. Et si jamais il y avait des choses qui ne se passaient pas bien à un moment donné, c'est par rapport à ces règles qu'on a définies ensemble en amont, que le binôme a définies ensemble en amont,
qu'on se dit, est-ce que les engagements réciproques sont respectés ou pas? Et s'il y a médiation à faire, s'il y a des choses à revoir parce qu'il y a des choses qui ne s'appliquent pas telles que c'était prévu, voilà, on a cette charte qui nous sert de base. Par contre, inversement, il y a des binômes où ils ont décidé de faire complètement autre chose. Bertrand le disait tout à l'heure avec le jeune qui s'est cassé la figure en trottinette et où le senior s'est engagé à aller l'amener à la fac tous les matins. Ça, ce n'était pas du tout anticipé. C'est quelque chose qui s'est construit entre eux. Voilà, ça s'est fait spontanément. La convention dont parlait Émilie et qui effectivement se met en œuvre à la constitution du binôme est un document qui n'a rien à voir avec un bail locatif. Ça sert effectivement de colonne vertébrale au binôme, parce qu'on a tous besoin d'une colonne vertébrale, bien évidemment. Cette convention, généralement, a une durée de 10 mois parce qu'on est sur le septembre-juin. Donc, on n'est pas sur 2 ans, 3 ans. Ça n'a pas de sens. Une convention peut se renouveler d'une année sur l'autre, mais on verra peut-être les questions. Et forcément, la place à la liberté, aux interactions, comme l'histoire de la trottinette, là, où spontanément, le senior s'est proposé, a été volontaire par rapport à ça. Nous, on n'est pas intervenu. On a même appris ça après, oui, parce que c'est la liberté des gens. Et ce que vous disiez tout à l'heure, docteur, est important. On ne peut pas forcer les jeunes à vivre chez les seniors, on ne peut pas forcer les seniors. Sauf qu'on voit bien quand on réfléchit, chacun dans son coin, ça fait sens malgré tout. Ça ne convient pas à tout le monde. Et c'est un dispositif qui est en train de trouver sa place de plus en plus. Et la Covid a été un effet accélérateur, et on le voit au niveau de la fédération. Et donc le respect de cette liberté, le respect effectivement de dire je sais que ce type de dispositif existe, est un élément important, qu'après, ça demande du temps pour l'apprécier dans mon environnement. J'ai une chambre, j'ai un chat, et la question du chat est importante parce qu'on le sait, entre un étudiant et un chat, qui va gagner la partie? On le sait que c'est le chat. Sauf qu'il est important de savoir qu'il y a un chat, parce qu'on peut avoir des étudiants allergiques au chat. Voilà. Et poser la question, ce n'est pas l'indiscrétion, c'est juste être dans la bonne compréhension pour comprendre ce qui fait ton dossier par rapport à la projection d'un étudiant qui de toute manière va arriver. C'est pour ça. Alors Bertrand, quels sont les bienfaits pour le chat, pour le jeune de moins de 30 ans et pour le senior? Alors, est-ce qu'on peut refaire Alors, il y a des bienfaits pour tout le monde. Alors, ce que je vous propose, c'est de construire la réponse en 2 temps. Vous avez, s'il vous plaît, Bastien, de tout afficher, les éléments qui vont s'afficher. Et nous avons avec nous, normalement, Madame Gallet et Lisa qui sont à distance. Madame Gallet est une accueillante que nous accompagnons à partageant là depuis un certain nombre de temps. Et donc, nous allons pouvoir, normalement, si la technique fait son miracle, pouvoir entendre l'intervention de Madame Gallet, qui, depuis 5-6 ans, accueille des étudiants. Donc, effectivement, est-ce qu'on a Lisa et Madame Gallet? Je me permets d'intervenir. Je pense que pour la personne qui va accueillir les gens, il faut qu'elle dise vraiment son état de santé. Et ne pas dire ça va mieux aller. Enfin, vous voyez, c'est important pour que le jeune comprenne entre guillemets où il met les pieds. Mais voilà. Mais c'est respectueux. Oui, mais c'est respectueux. Mais on dit la vérité, pas en plus, pas en moins. C'est important, je pense, pour tout le monde. Merci, docteur. Est-ce que Lisa et Madame Gallet, vous pouvez intervenir? Effectivement. Bonjour, Madame Gallet. Lisa Ludier, moi je suis la coordinatrice de l'association Partageons un Havre et je suis donc avec Madame Gallet, donc une de nos accueillantes qui a accepté de participer à ce format et de témoigner de son expérience. Bonjour, Madame Gallet, vous allez bien? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour à tous. Oui, ça va bien, je vous remercie. Des petits soucis de santé, c'est normal. Quand on a 85 ans, c'est normal qu'on a des petits soucis, mais ça va. 85 ans, c'est jeune, hein? Oui, vous croyez, Dana? Oui. Bon. Écoutez-moi d'abord. Racontez-nous, Madame Gallet, s'il vous plaît, comment ça se passe, votre vie de binôme?
Eh bien, écoutez, Dites-nous. tout d'abord, je suis très satisfaite de l'association Partageons à Havre. Et voilà 7 ans que je prends des petites jeunes à la maison et ça se passe très, très bien. Surtout encore doublement cette année avec Fiona. C'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un le soir, de parler un petit peu de la journée de l'une et l'autre. C'est convivial, il n'y a pas de problème, je n'ai pas du tout de problème, on s'entend très très bien. Et puis voilà, j'ai rien à dire parce que vraiment c'est parfait. Euh, on mange ensemble le soir, on partage Voilà, le soir, vous mangez ensemble. Oui, 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 on mange ensemble le soir. D'accord. Et puis, non, je sais pas. Est-ce que, Madame Gallet, est-ce que Fiona a fait des progrès en cuisine? Ah, ben, elle fait sa petite cuisine, mais bon, on partage souvent, souvent, je lui donne à manger aussi. Oui, oui. Et puis, non, comment, j'ai pas, j'ai pas de soucis. Bon, elle est très gentille parce que j'ai souvent des problèmes avec mon portable et ma tablette, mais Voilà. elle m'arrange bien tout ça. Oui, oui. D'accord. Donc, Fiona vous a aidé dans l'usage du portable et de la tablette. Oui. Et Madame Gallet, comment va votre chat Facebook? Ah, mon chat Facebook, il va très bien. Très, Il va très très bien. bien. Parce que le nom du chat, c'est Facebook. Oui, Il n'y a voilà, pas de c'est jeu de ça. mots, c'est comme ça. D'accord. C'était mon fils qui est un. Oui. C'était à mon fils, et puis il est informaticien, il l'a appelé comme ça. Voilà. Non, non, je suis très contente. Et puis j'ai encore des relations avec des petites jeunes qui sont passées à la maison. Encore la semaine, il y a 15 jours, j'ai une petite jeune, ça faisait 5-6 ans qu'elle était à la maison. Elle travaille à Paris, elle est venue passer un bon petit moment avec moi pendant le week-end. Ça, c'est formidable aussi. Oui, oui. Voilà. Là. Une question en salle. Hop. Oui, bonjour madame. J'aurais souhaité savoir comment vous réglez les problèmes éventuels financiers, de nourriture en particulier. Est-ce que c'est de la générosité complète de votre part ou y a-t-il participation du jeune ou de la jeune? Oui, les participations des charges, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, oui, oui. Et puis, bon, c'est vrai que je ne devrais pas lui donner à manger le soir, mais c'est plus fort que moi. Je fais à manger pour deux. Et puis, enfin, elle aussi, elle a fait. Enfin, il faut dire qu'elle est végétarienne aussi. Alors, donc, je fais attention, mais ce n'est pas tous les jours. Elle fait aussi ses repas. Elle fait aussi ses repas. À Partageons un, nous croyons, et de plus en plus, à la vertu, ce qu'on appelle le Miam Power, c'est-à-dire le fait de partager, que ce soit une recette de cuisine, que ce soit partager un repas, même si c'est préparé chacun dans son coin, mais de se retrouver autour d'une table. Et donc, nous sommes en France, nous avons une culture culinaire. La question de la qualité nutritive, docteur, vous l'avez abordée par rapport aux additifs, et on peut comprendre que ça facilite la vie. Or, je pense qu'une des vertus de la cohabitation solidaire intergénérationnelle est aussi la transmission. Je pense à un binôme qu'on a eu il y a quelques années sur Rouen, où la dame nous avait dit, moi je suis une fille, hein, M. Gauthier, mais cette année-là, on n'avait que des garçons. Et donc, j'ai pris le risque, effectivement, de lui présenter un garçon qui avait une autre particularité, c'est qu'il était iranien. Au moment où, politiquement parlant, il y avait la guerre en Iran. Et quand on a fait la rencontre, bon allez, je l'accepte. Il parlait un peu français. Forcément, il a fait beaucoup de progrès en français. En cuisine, gratin dauphinois, blanquette. Au bout de la première année, ils ont décidé tous les deux de faire une deuxième année ensemble. Et au bout de la deuxième année, elle est partie 3 semaines en Iran
dans la famille du jeune. Et si vous voulez, ces petites choses-là, on peut les espérer quand on mène des projets associatifs. Mais ce n'est pas nous qui avons la main, c'est vous. Voilà, c'est les jeunes, c'est les seniors. Et c'est vrai que quand on a ces témoignages-là, et je vous remercie, Madame Gallet, d'être aussi connectée et de participer à cet échange, c'est des fleurs qui jaillissent. Et dans le monde actuel, on croit énormément avec l'UNI et avec la fédération, on en a besoin. Et quand je dis pas on en a besoin, c'est pas qu'à titre individuel. C'est moi en tant que président d'association et père de famille, qui ai des parents âgés, c'est les uns les autres, parce qu'effectivement, on a besoin d'autres choses. Et c'est là où je disais tout à l'heure que la Covid a accéléré une évolution dans la société, que ce soit les jeunes dans leur attente. Nous, on a des jeunes, ils peuvent être accompagnés par papa, maman financièrement, mais ils nous disent « je ne veux pas vivre seul. Et je ne veux pas forcément être en coloc avec d'autres jeunes. Je veux ce type de dispositif. » Donc, pour nous, ce sont des critères par rapport à la démarche évoquée par Émilie qui deviennent des critères qualitatifs importants. Ce n'est pas un recrutement, vous l'avez bien compris, mais ce sont des signaux qui nous permettent de dire là, on a un jeune garçon, une jeune fille qui a compris la nature du dispositif et qui sera attentif, bienveillant, respectueux par rapport au binôme. Et forcément, ceci s'accueille de manière spontanée. Madame, vous avez une question? Eh bien, on peut peut-être poser la question. C'était ma question aussi. Je voulais poser la question à Fiona. C'est Fiona, c'est ça, hein? Ouais, c'est Lisa. Là, c'est Lisa, notre coordinatrice. C'est Lisa, la coordinatrice. Elle ne vit pas avec. Ah, d'accord. Lisa, c'est notre coordinatrice. Oui. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas le jeune, malheureusement. Ah, mince. D'accord. Bon, mais par contre, je peux vous répondre parce qu'on peut avoir effectivement des fois les mêmes interrogations. Et même si Bertrand dit que ce n'est pas un recrutement, j'avoue que dans certains cas, on refuse des jeunes parce qu'on voit bien que le jeune n'est pas du tout dans l'état d'esprit, qui cherche juste un logement pas cher. Et on sent tout de suite que le jeune, il viendra chez le senior juste pour mettre les pieds sous la table et que ça ne va pas le faire. Donc, dans ces cas-là, tout de suite, on dit non, désolé, trouvez-vous un Airbnb ou une coloc, mais rentrez pas dans le dispositif de nos associations parce que ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas dans l'état d'esprit. Et aujourd'hui, si on n'a plus l'affichage, mais dans les bienfaits, en fait, je vous disais tout à l'heure, il y a des jeunes qui, de la même façon, souffrent de solitude. Et on a aujourd'hui, moi j'ai une des jeunes filles, elle a 24 ans, on pourrait se dire 24 ans, c'est bon quoi, on n'a pas forcément envie de retourner habiter chez quelqu'un, on n'a qu'une seule envie à 24 ans, c'est de vivre et de se débrouiller par ses propres ailes. Et en fait, non, elle a toujours été très entourée au niveau familial, elle a toujours eu cette vie avec beaucoup de monde autour d'elle, et là elle se retrouve dans une ville qu'elle ne connaît pas, avec personne qui habite à côté, avec un boulot où elle va travailler dans le social, mais du coup, elle est en déplacement dans les familles toute la journée. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas d'interaction avec des collègues, elle n'a pas moyen de se créer des liens avec d'autres personnes, qui fait qu'elle s'est dit, moi, de prendre un appartement après ma journée de travail, de rentrer, de me retrouver toute seule dans un studio face à mon assiette, avec personne à qui parler, mais ça l'angoissait, quelque chose de terrible. Et en fait, elle avait aussi ce besoin de pouvoir se dire, quand je vais rentrer, il y aura aussi une présence, je suis chez quelqu'un, on va pouvoir prendre le repas ensemble pour échanger sur notre journée. Après, chacun va dans sa chambre, chacun fait sa vie. Mais il y a cette possibilité de ne pas se sentir tout seul, de se dire si la nuit, tout à coup, on se réveille parce qu'on entend un bruit, ça nous fait peur, on sait qu'on n'est pas tout seul dans la maison. Et en fait, chez les jeunes aussi, il y a ce besoin de ne pas être seul. En plus, c'est une jeune fille qui est très posée, qui est très calme, etc. Et quand je lui ai dit, et du coup, ça ne t'intéresse pas plus d'être en colocation, de trouver d'autres jeunes de ton âge et de prendre une coloc avec d'autres jeunes? Elle dit, mais non, parce que si je tombe sur des jeunes qui sont hyper fêtards, qui picolent, qui fument, etc., ça va être une galère.
Elle dit, c'est pas du tout mon caractère. Et en fait, j'ai plus peur de me retrouver en colloque avec des jeunes que je ne connais pas et qui risquent de ne pas avoir du tout le même état d'esprit, plutôt que d'être avec un senior avec lequel je sais qu'on pourra être tranquille, discuter calmement, échanger et en plus partager plein d'expériences. Qui plus est, aujourd'hui, elle est chez une ancienne institutrice, elle est dyslexique et donc, du coup, l'avantage, c'est que finalement, cours du soir, entre guillemets, quand elle a des choses à rédiger par rapport à son alternance, quand elle a des rapports à faire, etc., elles se sont trouvées puisque du coup, notre institutrice lui dit, attends, montre-moi ce que tu as écrit, si tu veux, je t'aide, je t'aide à corriger pour que tu ne rendes pas un rapport de stage à l'école plein de fautes, de formulation incorrecte, etc. Et donc, elles ont trouvé le moyen de s'entraider, de se rendre service mutuellement avec des petites choses simples comme ça tous les jours, et qui fait que le docteur Drouet, vous le disiez tout à l'heure, le côté aussi continuer à pouvoir se sentir utile et se dire qu'on peut encore participer aux choses, voilà. Là, mon ancienne institutrice, elle est aussi très contente de pouvoir dire je peux encore transmettre quelque chose à une jeune. Et moi aussi, je peux rendre service à cette jeune. Ce n'est pas juste elle qui me donne un coup de main pour mes courses ou pour la cuisine ou pour attraper des trucs qui sont trop à attraper ou pour déplacer un meuble. Voilà, il y a une vraie entraide. Alors justement, Émilie, vous le dites à l'instant, il y a une entraide. Quels sont les différents types d'entraide qu'il peut y avoir entre le jeune et le senior? Parce que vous dites que vous refusez certaines candidatures parce que vous ne voulez pas un jeune qui mette les pieds sous la table ou qui fasse la fête le soir au détriment du senior. Donc, il faut vraiment une cohabitation entre les deux personnes. Quels sont les types de services que chacun peut se rendre? La démarche qu'on a présentée, elle est là pour faire réfléchir les uns et les autres, jeunes et seniors, mais elle nous sert aussi à nous, associations de terrain, pour appréhender les candidatures dans la perspective de constituer le meilleur binôme possible. Tout à l'heure, vous avez bien compris, on élimine de facto aide-soignante, infirmière, etc., etc. Ce n'est pas l'objectif. Donc après, on est sur... On les élimine pour le côté médical. Ah oui. Parce qu'ils ne sont pas là pour apporter des soins à la personne qui va recevoir. Tout à fait. Mais si c'est une étudiante infirmière qui n'a absolument pas besoin de faire de soins, sa candidature n'est pas refusée pour autant. Alors, prenons cet exemple-là. C'est extrêmement intéressant. On a parfois certains accueillants qui nous disent il y a une école d'infirmerie pas loin, c'est bien. C'est pas faux. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans le cursus des élèves infirmières ou infirmiers, de temps en temps, ils ont des stages qui peuvent être de jour comme de nuit et qui peuvent être à l'autre bout du département. Et quand on dit à l'élève, dans 72 heures, tu seras à Yvetot, de nuit, pendant 3 semaines, concrètement... Qu'est-ce que vous avez contre Yvetot? Non, Antoine, ce n'est pas le propos sur Yvetot. C'est le fait qu'effectivement, dans le cursus des élèves infirmiers, ils ont des stages obligatoires et ils les apprennent au dernier moment. Donc, en fonction du binôme, de l'accueillant, si un des éléments premiers de motivation, c'est avoir une présence bienveillante la nuit, et que pendant 3 semaines, le jeune, il n'est pas là. Ça peut très bien se passer et tout le monde va l'accepter, comme ça peut être source de stress ou d'anxiété. D'accord ? Voilà. Donc, c'est vraiment en fonction des motivations du senior et de ses objectifs à accueillir un jeune. Exactement. Si c'est juste pouvoir avoir une compagnie, à ce moment-là, c'est très très bien que le jeune même puisse laisser le senior partir en vacances pendant 3 semaines pendant son stage, par exemple. Mais donc, ça s'étudie au cas par cas. Voilà, ça s'étudie au cas par cas et c'est vrai que nous, on parle de menu service. Les poubelles, les packs de poubelles sont de plus en plus conséquents, d'accord ? Effectivement, c'est l'hiver, il fait nuit, tu peux nous ramener une baguette de pain, par exemple, d'accord ? Est-ce qu'effectivement, tu peux m'aider parce que j'ai un petit problématique sur la voiture, je ne comprends pas,
j'ai un souci de tablette ou de smartphone, je me suis encore fait, je ne trouve plus mon login, mon password sur Facebook ou je ne sais quoi, d'accord? Donc, on est vraiment sur des petites choses que l'on est amené à vivre quand on vit sous le même toit en famille, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que le jeune devient le fils ou le petit-fils, mais poser avec respect et bienveillance la question pour qu'effectivement tout ceci fasse sens, avec une utilité sociale de la part du jeune de par sa présence et une utilité sociale du senior en profitant de cette présence bienveillante à minima. Et effectivement, les questions, les petits cas de figure qu'on a mis là, voilà. Un ourlet, c'est tout bête, un ourlet. Si un senior sait faire un ourlet, hop, on va rendre un service l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est vrai que la question de comptabiliser, je t'ai fait ici, je t'ai fait ça. Bon. Nous, en 10 ans, on n'a jamais eu ce genre de cas de figure. On est attentif dans l'accompagnement des binômes pour s'assurer que le respect, la bienveillance réciproque est en place, qu'au-delà de la première quinzaine où tout le monde est un petit peu timide parce qu'on n'ose pas partager le sucre ou le sel, et s'il y a bien un truc qu'il faut partager, c'est bien le sucre et le sel. Une fois qu'on sait que c'est dans le placard en haut, là, on le sait. D'accord? Voilà. Et on est vraiment sur ces cas concrets-là. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Que ce soit, madame, est-ce que dans la vie des binômes, on a eu des cas où ça ne s'est pas bien passé? Voilà. Dans les dispositifs que nous avons avec Émilie, il y a grosso modo 3 cas qu'on ne peut pas garantir. Premièrement, qu'à 20 ans, le jeune devienne amoureux. C'est l'âge, c'est une bonne maladie. Bon, il faut un peu se protéger. Et donc il aurait envie plus de rejoindre sa copine que de rester avec la personne. Bon, ça, on en a vu amoureux. J'ai encore eu dimanche soir, j'ai fait un point avec un binôme. Et le jeune me disait, vous savez, je suis amoureux. À la fois, il n'osait pas, mais il voulait introduire le fait que ce n'est pas qu'il allait délaisser la personne, mais c'est normal, il est amoureux. Deuxième élément qu'on ne peut pas garantir, c'est qu'effectivement, un jeune abandonne ses études. Je me suis trompé. Mauvaise orientation. Donc, sur un binôme septembre-juin, nous, on a eu un cas cette année, la petite, elle a arrêté. Donc, effectivement, le binôme a cessé d'être mis en place. Troisième cas de figure, une hospitalisation, voire un décès. Et on a été amené à gérer des hospitalisations et des décès. Voilà. Forcément, on ne peut pas le prévoir. Quand ça arrive, c'est spontané. Et c'est la raison pour laquelle le fait que nous, associations, on soit présents, ça permet à la personne concernée ou aux proches d'avoir un référent malgré tout. Et donc, on a eu effectivement des hospitalisations. C'était la première année à l'époque, en 2013. Les proches ont fait le choix de laisser le jeune pendant 3 mois, parce qu'il y avait hospitalisation plus maison de repos. Et bien, le jeune, il s'est occupé de la maison. Il a ouvert les volets, il a sorti les poubelles, il a récupéré le courrier, et ça a été discuté en famille. Et il a nourri le chat. Et il a nourri le chat, parce que le chat, au bout de 3 mois, il a bien compris qu'il n'y a plus rien dans la gamelle, il se tire. Il n'est pas bête. Voilà. Et on a eu effectivement 2 décès, parce que c'est comme ça. Donc là, les choix qui avaient été faits, c'était de laisser le jeune, parce que dans la période de succession, tout le monde était en confiance, d'accord, par rapport à ça. Mais ça, je pense que tout le monde le comprend. On ne peut pas le deviner sur ces 3 cas-là à l'avance. Par contre, on est là. Ce sont des cas de force majeure que l'on ne peut pas prévoir, qui peuvent être d'un côté comme de l'autre, du côté du jeune ou du côté du senior. Et puis justement, c'est heureusement que vous êtes là et qu'avec votre association, vous apportez un cadre qui permet de pouvoir. Enfin, les gens justement qui vous rejoignent ne sont pas seuls et donc ont toujours une oreille à qui parler et pour pouvoir trouver des solutions. Exactement, c'est ça. Je vois que Pedro a levé la main. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Alors, écoutez, il y a ça aussi, c'est qu'on n'a pas parlé, mais les parents aussi sont très intéressants
Ils viennent souvent à la maison au début, bien sûr, pour voir la maison, là où l'étudiant sera à sa chambre. Et ça, c'est important qu'on soit en relation aussi avec les parents du jeune. Voilà. Au début, Madame Gallet, quelles avaient été vos premières craintes dans la perspective d'accueillir une étudiante? Écoutez, j'ai toujours été entourée de gens. Je me faisais pas de soucis. Je pensais que ça allait bien. On a de la jeunesse qui est très bien qui est de la bonne jeunesse, disons, en France, et j'ai jamais eu trop d'appréhension. Là, ça s'est bien passé. D'accord. Voilà. Combien ça coûte? Oui, parce qu'on s'est douté que la question allait arriver derrière, donc alors moi, je dirais peut-être, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça fait économiser à chacune des deux parties. Voilà. Oui. non, mais... Donc, en fait, ce qu'on demande déjà, c'est effectivement qu'il puisse y avoir une contribution modeste du jeune. Et ça reprend les termes de la loi Elan. Au niveau des associations, il y a différentes visions, mais nous, au niveau, que ce soit Partageons un Havre ou Béguinage, sur la partie, il y a deux formules, une formule solidaire, une formule conviviale. Sur la formule solidaire, le fait d'héberger gratuitement, on est contre. Pourquoi? Parce que ce qui est gratuit, en général, n'a pas de valeur, surtout en France. Et surtout, l'objectif de tout ça, c'est aussi qu'il y ait un peu de côté pédagogique. On parlait des bienfaits, etc., et du rôle de se sentir utile, etc., et de prendre son rôle dans la société. C'est important aussi pour le jeune que ça puisse être un tremplin pour lui, pour devenir autonome, voler de ses propres ailes. Et à un moment donné, quand il volera de ses propres ailes, il aura aussi un loyer à payer, des charges à payer, etc. Donc c'est pédagogique aussi pour le jeune d'avoir une contribution. Ça veut dire que dans les cas des formules solidaires vraiment où on demande le strict minimum, on demande que le jeune puisse contribuer à minima aux frais générés par sa présence, à savoir eau, gaz, électricité. Et donc, on est sur un forfait de 60 € par mois. Donc là, le jeune va verser cette contribution au senior tous les mois de présence pour pouvoir contribuer au coût de sa présence dans la maison. Après, on a une formule conviviale où là, du coup, on demande aux jeunes une contribution un peu plus importante. Et là, on va être en général entre 150 et 250 € par mois. Donc là, ça comprend bien évidemment les charges. Par contre, ça ne comprend pas, pour la question qui était posée tout à l'heure, ça ne comprend pas les frais de nourriture. Ça veut dire que le jeune est logé, il n'est pas nourri. Maintenant, le cas de Madame Gallet, c'est ce qu'elle expliquait, c'est que par moment, voilà, s'ils décident de manger ensemble, elle a fait les courses, elle ne va pas lui dire tu me dois 3 € ou 5 € parce que tu as partagé mon repas. Mais c'est un choix. Et ça veut dire que nous, à la base, ce qu'on dit, c'est le jeune doit payer ses frais de nourriture. Après, libre au binôme de faire en sorte de dire chacun fait ses courses, chacun paye ses courses et après il cuisine des trucs différents. Nous, on a le cas d'un binôme où ils se sont dit, on se prévoit en début de semaine les menus pour la semaine, on part faire les courses ensemble pour acheter notamment nos repas du soir, et sur la partie de ce qu'ils achètent pour préparer leur repas du soir et puis les petits déjeuners, ils coupent la facture en deux à la caisse du supermarché et ils s'organisent comme ça. Chacun après, je dirais, voit midi à sa porte et voit comment ça fonctionne. Mais le principe, c'est ça, c'est que le jeune subvient ses dépenses de nourriture. Donc ça, c'est la partie, je dirais, ce que le jeune verse au senior. Par contre, après, comme vous l'avez bien compris, il y a un accompagnement de l'association, il y a un suivi de la part de l'association. Et donc, du coup, ce que nous faisons, c'est que nous demandons à la fois aux jeunes et aux seniors de verser des frais de dossier quand ils s'inscrivent. Donc là, c'est pour tout ce qui va être, nous, le traitement du dossier, plus le fait de se déplacer chez les personnes pour les entretiens, etc. Et ensuite,
si une cohabitation. Et ça, on est aux alentours de 25-30 € par personne, une fois, quand on fait le dossier. Donc, c'est-à-dire que… Et la MFP peut prendre en charge une partie de ces frais. Donc, voilà, Oui. n'hésitez pas si… par rapport à ça, voilà, nous qui organisons aussi la MFP, dans le cadre de notre action sociale, on prend en charge aussi ces frais-là pour le senior. Ensuite, comme on est associatif, une fois que je dirais le contrat se conclut et que la cohabitation démarre et qu'un binôme se crée, ce qu'on demande, c'est que le jeune et le senior adhèrent à l'association. Puisque forcément, on est une association, donc à un moment donné, le principe de base d'une association, c'est que les bénéficiaires participent à la vie de l'association, aux décisions de l'association, et donc du coup qu'ils deviennent adhérents de l'association. Donc là, par contre, ça c'est tous les ans, et on est aux alentours de 10-15 € en fonction de nos associations annuelles. Donc ça reste plus que raisonnable. Et après, par contre, on a ce qu'on appelle les frais de suivi de cohabitation, les frais d'accompagnement. Et ça, c'est là où on va être variable d'une association à une autre où on demande à la fois aux jeunes et aux seniors de verser une contribution. Donc, dans certains cas, ce sont des montants mensuels. Dans d'autres cas, nous, alors Bertrand dira après de son côté, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un package, on fait un forfait, en fait, qui va être, je dirais, progressif en fonction du nombre de mois. Ça veut dire que, par exemple, pour une cohabitation qui va être jusqu'à 3 mois, donc un stage, on va demander 99 € pour les 3 mois. Et par contre, sur une cohabitation qui dure une année complète, on demande un package de 280 € pour l'année qui va être payable en plusieurs fois si nécessaire. Mais donc, du coup, on passe de 33 € par mois quand c'est des petites durées à peu près 25 € par mois de frais d'accompagnement. Et pourquoi c'est dégressif? Parce que, comme on le disait, plus la présence est longue du jeune avec le senior, plus finalement ils sont rodés et moins souvent on a besoin d'intervenir, de venir rendre visite, de passer les coups de fil, etc. Donc forcément, moins on a de frais, notamment de déplacement pour venir voir si tout se passe bien. J'espère que vous avez compris que par rapport aux éléments présentés, l'anticipation est un élément qui est important et la liberté, et on insiste là-dessus avec Émilie et le docteur, mais aussi les partenaires, la liberté des gens, votre liberté, elle est fondamentale. Il est important que vous ayez connaissance de l'existence de ce type de dispositif pour vous permettre d'y réfléchir à tête personnelle, mais aussi autour de vous. Et moi, je ne sais pas qui est connecté, la nature, effectivement, mais il y a peut-être des partenaires institutionnels. Ce sont des dispositifs qui existent et qui se généralisent. D'accord ? En tout cas, ça a le mérite d'exister et on espère que ce type de format a été instructif et enrichissant par rapport à cette proposition-là qui a été faite. Forcément, on remercie l'université qui nous accueille, la MFP qui organise, la mutualité des gendarmes avec vous-même et Antoine sur la section MGEN de Seine-Maritime, parce qu'effectivement, dans le temps, on a appris que ce genre de projet ne peut pas se faire seul. C'est en co-construction. La matière première, c'est vous, les seniors et les étudiants. D'accord ? Là, cette année, à partir du 1er juin, Parcoursup va donner ses réponses. On sait qu'on va avoir des coups de fil, des mails de jeunes qui vont être en recherche. Mon fils est inscrit sur Parcoursup, là. Oui, mais il ne vient pas en Seine-Maritime. Bien sûr, sur le Havre. Il reste à Yvetot. Et donc, effectivement, forcément, il va y avoir cette accumulation de demandes, ce qui est normal, ils cherchent des logements. Et nous, à chaque fois, on cherche des accueillants parce que voilà, on a ça de demandes de jeunes et ça d'accueillants potentiels. Donc, chaque année, on fait forcément des malheureux. Pour nous, le plus frustrant, c'est quand on n'arrive pas à constituer un binôme où on sait qu'on a un senior, on a des jeunes, mais on n'arrive pas à trouver. Ce n'est pas qu'on ne veut pas trouver, c'est qu'effectivement, et j'espère que vous avez compris, que les projets associatifs que nous menons, c'est
du sur-mesure et que parfois, voilà, ça ne vient pas. Par contre, quand ça vient, avec les témoignages, et je vous remercie Madame Gallet d'avoir accepté ce format-là, d'intervenir, voilà, il y a des fleurs qui arrivent. Il y a des petites pépites comme ça qui se présentent de manière un petit peu spontanée et on essaye de les accueillir avec tout le respect et la bienveillance parce que oui, nous avons besoin les uns et les autres, dans le monde un petit peu foufou dans lequel nous sommes, de ce genre de choses au quotidien parce qu'effectivement, là on le sait, un binôme, c'est matin, midi et soir. Est-ce que ce soir on va au cinéma ensemble? Est-ce que tu veux aller au théâtre? Et si on allait faire une promenade de vélo? Et ça, je pense que c'est nous qui sommes présidents de ces deux structures, c'est une des raisons qui nous a amené à nous engager par rapport à ça. On sait, on a la conviction que ça a du sens et on espère en tout cas que vous avez partagé un moment, et merci docteur d'avoir été à nos côtés, pour voilà, avoir connaissance de ces dispositifs. Très bien. Eh bien, c'est avec une grande satisfaction que nous clôturons cette conférence pardon, sur la cohabitation intergénérationnelle et le bien vieillir. Donc, on a eu le plaisir d'écouter le docteur Drouet qui a pu vous sensibiliser aux bienfaits du mouvement, du lien social comme au lien intergénérationnel. Merci également à Bertrand Gauthier et Émilie Chapman qui vous ont présenté le dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Je remercie aussi Geneviève Gallet, donc, qui était en direct du Havre et qui nous a permis de mieux comprendre son quotidien et des avantages qu'elle a pu trouver au sein de cette cohabitation. Au cours de cette conférence, nous avons compris la cohabitation intergénérationnelle qui, je pense, est une réponse prometteuse à de nombreux défis de notre société tels que l'isolement social, la perte d'autonomie ou encore la précarité. La cohabitation intergénérationnelle, en permettant à des personnes de différentes générations permettre de vivre ensemble et de partager leur quotidien, de favoriser une meilleure qualité de vie pour tous, on l'a vu, pour le chat également, tout en créant des liens sociaux solides. Nous avons également pris conscience que le bien vieillir, c'est pas seulement une question de santé physique, mais que c'est étroitement lié à l'environnement social et culturel dans lequel nous évoluons. Et enfin, cette conférence nous a rappelé l'importance de la solidarité, de l'entraide entre les générations et de leurs familles. Vous avez vu lorsque nous avons eu l'histoire de cette personne qui avait accueilli un petit Iranien et qu'ensuite qui est allé en Iran rencontrer la famille de cet étudiant-là, eh bien forcément, ça permet de renforcer des liens entre différents groupes d'âge et de favoriser la transmission des savoirs et des valeurs. Et en réfléchissant à cette conférence, je me suis rappelé une histoire amusante à propos d'un grand-père qui a demandé à son petit-fils de lui expliquer comment utiliser son smartphone. Le petit-fils a expliqué patiemment chaque fonctionnalité et a montré notamment comment utiliser l'appareil. Et finalement, le grand-père a pris le téléphone et a dit « Merci, maintenant, laisse-moi de te montrer comment on fait pour parler à quelqu'un sans appuyer sur un bouton. » Et en fait, c'est là que l'on voit les deux côtés, c'est-à-dire que le senior va apporter toute son expérience et le jeune aussi, et ce ne sont pas les mêmes expériences. Et c'est grâce à cette cohabitation intergénérationnelle que c'est possible. Parce que, pardon, une bronchite, je ressens une bronchite. Après tout, le vieillissement, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction. Nous avons vécu assez longtemps pour en savoir un peu plus sur la vie. Et puis, nous avons acquis de la sagesse au cours de route. Voilà. Donc, encore merci aux intervenants, Dr Drouet, Émilie Chapman, Bertrand Gauthier. Et puis également, merci à Christelle Armand, que vous avez vu passer, qui est chargée de mission référente à l'action sociale au titre de la MFP, donc la Mutualité Fonction Publique, et qui a préparé cette conférence. Donc, merci Christelle. Vous pouvez revenir un petit peu sur scène de façon à ce qu'on puisse voir, puisque vous étiez dans l'ombre de la technique. Merci aussi à l'université pour la logistique et le prêt de la salle. On s'excuse pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés. On remercie le petit jeune technicien qui est venu 50 fois pendant l'émission. Voilà. Vous allez recevoir un email donc lorsque vous êtes inscrit. Si toutefois vous aviez uniquement cliqué sur le lien pour vous connecter, mais que vous êtes intéressé par la suite, vous allez recevoir un email qui va vous fournir un résumé de ce qui a été dit aujourd'hui et également qui va vous permettre de vous inscrire à des ateliers qui auront lieu la semaine prochaine sur le Havre et Rouen. Je me souviens plus s'il y avait… Le 5 avril sur Évreux. Et le 5 avril sur Évreux. Donc, ce sont des ateliers où vous allez pouvoir retrouver donc Bertrand Gauthier, Émilie Chapman, pour, si le principe vous intéresse, vous allez pouvoir discuter en direct avec eux, en plus des personnes qui sont ici et qui peuvent déjà discuter avec nos invités. Et puis, donc, ce sont des petits ateliers pour
de façon très pratique, mais à savoir, est-ce que vous postulez, est-ce que vous présentez votre candidature, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Voilà, donc merci à tous qui êtes présents ici à Rouen de nous avoir écoutés. Vous avez eu le bénéfice de ne pas avoir d'ennui technique. Merci à vous derrière votre écran pour votre participation et votre patience parce que ça n'a pas été tout le temps très clair. Voilà, très bonne journée à tous, portez-vous bien et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.